Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Je vais vous présenter comment les modules de protection et de stabilité fonctionnent ensemble pour vous aider à vérifier le bon comportement de vos protections en cas de défaut ou de perturbation. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez nous contacter via la messagerie du webinaire, notre équipe est à votre disposition. Si vous rencontrez des problèmes audio ou vidéo, actualisez votre navigateur ou quittez et rejoignez le site. Cela résout la plupart des problèmes. Nous vous recommandons également d'utiliser Google Chrome pour une meilleure visualisation. Si vous ne pouvez pas rester pendant toute la durée du webinaire ou si vous souhaitez le revoir, vous recevrez dans les 2 prochains jours un lien vers la présentation enregistrée. Toutes les personnes qui participent à la conférence en direct recevront un certificat de participation dans l'heure qui suit le webinaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment les modules de protection STAR et surtout STAR-Z fonctionnent en relation avec le module de stabilité transitoire. De nombreuses fonctions de protection comme les min-max de fréquence, la perte de synchronisme ou la perte d'excitation des générateurs sont réglées par rapport aux caractéristiques dynamiques des réseaux. Ces fonctions de protection ont été traditionnellement réglées en partant du principe que la dynamique du réseau est prévisible à l'aide de modèles simplifiés et agrégés. Des événements passés ont montré que ces modèles ne sont pas suffisamment précis pour les systèmes électriques complexes que l'on rencontre aujourd'hui. Ils ne peuvent pas capturer les oscillations interzones et ne sont valables que pour des événements isolés sur une courte période. De plus, la pénétration croissante des centrales renouvelables décentralisées a rendu la dynamique du système électrique considérablement plus complexe à prévoir à l'aide d'une analyse dynamique conventionnelle. La question clé est la suivante. Quelles sont les principales difficultés à surmonter lors de la modélisation d'algorithmes de protection détaillés, donc spécifiques à chaque fournisseur, dans le cas d'une analyse dynamique? Plusieurs facteurs entrent en jeu, examinons-les à présent. L'analyse classique de stabilité dynamique ou transitoire repose sur la composante symétrique directe, tandis que les fonctions de protection peuvent nécessiter le calcul des 3 composantes symétriques, directe, inverse et homopolaire. La modélisation détaillée des systèmes de protection est absente de nombreux logiciels de planification en analyse dynamique. De même, de nombreux logiciels d'analyse de protection avancés ne disposent pas d'un outil d'analyse dynamique. Et la mise en œuvre de la co-simulation d'une passerelle entre les outils d'analyse dynamique et les outils d'analyse des systèmes de protection a été tentée, mais elle est jusqu'à présent limitée aux événements directs. De plus, la modélisation du système doit être réalisée dans les 2 outils, avec une coordination étroite entre eux, afin de garantir une simulation correcte de la dynamique et du système de protection. Cela complique considérablement l'utilisation d'une telle solution. Le module de stabilité transitoire d'étape est largement utilisé dans de nombreux secteurs industriels depuis 30 ans. Le module étape STAR-Z a lui été lancé en 2018 pour gérer les fonctions de protection complexes avec des modèles de protection spécifiques à chaque fournisseur. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer qu'avec étape 2024, nous avons combiné les capacités de ces 2 modules pour fournir une nouvelle solution permettant d'unifier les études de stabilité dynamique et de protection afin de capturer avec précision les interactions entre la dynamique du réseau et les systèmes de protection. Le module de stabilité transitoire prend en compte à présent les 3 composantes symétriques, directe, inverse et homopolaire pour une revue complète du plan de protection. Cette solution permet aux ingénieurs en protection et aux planificateurs de réseau d'ajuster les paramètres de protection pour une action optimale par rapport à la dynamique du système, concevoir et tester des schémas de protection, mais aussi lancer des actions correctives suite à l'analyse de perturbations, évaluer toutes les fonctions de protection telles que la protection contre les déphasages, les surintensités et la perte d'excitation des générateurs, réaliser des études de grid code nécessitant l'évaluation des performances des énergies renouvelables et de leur propre système de protection. Maintenant, passons à la démonstration de ces fonctionnalités. Pour commencer cette démonstration, je vais lancer le module de stabilité transitoire en insérant un défaut sur le poste 2A et voir comment les fonctions de protection réagissent. Donc, tout d'abord, si on ouvre le cas d'étude, on peut voir qu'on a bien inséré un défaut triphasé sur le poste 2A à 0,5 secondes. Maintenant, je lance le calcul. Après, au bout de 0,5 secondes, on retrouve bien le premier événement avec le défaut triphasé.
mais même si on va au bout de la simulation, on ne retrouve pas d'autres événements, et on voit bien que le disjoncteur CB11 et CB12 n'ont pas déclenché. Alors pourquoi ils n'ont pas déclenché? Parce que la protection à maximum de courant qui est définie est uniquement une protection de surintensité. Or, le module de stabilité transitoire prendra en compte que la protection instantanée, qui est en général une protection à temps constant. Si maintenant j'active cette fonction de protection, et que je relance le calcul, on a toujours notre défaut triphasé au bout de 0,5 secondes. En revanche, 400 millisecondes plus tard, les disjoncteurs CB11 et CB12 ont ouvert sur ordre du relais qui est juste au secondaire du transfo, le relais T2S. Parce que maintenant qu'on a mis une protection instantanée, temporisée à 0,3 secondes, donc le relais envoie via sa sortie DO1 un ordre de déclenchement à CB11 et CB12, et les deux disjoncteurs ouvrent 100 millisecondes plus tard. Voilà. Donc si vous possédez que le module de stabilité transitoire, vous pouvez faire ce genre d'analyse, donc en prenant en compte uniquement la partie instantanée. Maintenant, si j'ouvre le groupe protection et plus le groupe dynamique, j'ai sélectionné le module StarZ ou protection Z dans la version française. Et donc dans ce module StarZ, on va pouvoir là aussi jouer des séquences dynamiques basées sur les cas d'étude du module stabilité transitoire. Donc là, on a défini une première étude de cas pour un défaut triphasé. Le cas d'étude est le même que celui que j'ai lancé auparavant dans le module de stabilité transitoire, mais maintenant, comme on lance l'analyse dynamique directement depuis le module StarZ, toutes les fonctions de protection seront prises en compte, même celles qui ne sont pas des protections dites instantanées. Okay. Donc là, sur le relais T2S qu'on avait vu déclencher auparavant, je vais venir désactiver cette fonction instantanée. Je relance le calcul. Très bien, le calcul est terminé. Dans la séquence d'événements, on a bien notre défaut au bout de 0,5 secondes, un défaut triphasé, et on retrouve bien les protections qui déclenchent, dans ce cas-là, sur la protection dite OC1, qui est donc pas la protection instantanée parce qu'on l'a désactivée, mais bien la protection temporisée. Cette protection temporisée n'était pas prise en compte dans le module de stabilité transitoire, mais elle est prise en compte maintenant dans le module StarZ. C'est donc ce qu'on a appelé avant dans les slides, l'unification des modules de protection StarZ et de stabilité transitoire, qui permet donc de prendre en compte tous les types de protection. Voilà. Ensuite, l'avantage aussi de ce module StarZ, avec cette unification des modules stabilité transitoire et StarZ, c'est qu'on va pouvoir tracer les états des protections et également les grandeurs associées aux machines tournantes ou aux câbles ou aux transformateurs. Donc j'ai ouvert l'analyseur d'état du système de protection. Et j'ai la liste des relais que j'ai souhaité monitorer. Donc là, on va s'intéresser en particulier au relais T2S. Et donc pour ce relais T2S, je retrouve toutes les protections dans cette zone. Donc je vais choisir la protection phase, celle qui est temporisée, qui s'appelle donc Phase Time Overcurrent, TOC 1. Et je peux également activer la sortie, qui était envoyée comme signal de déclenchement sur le disjoncteur CB11, CB12. Et donc si je trace, je retrouve bien que cette protection temporisée est activée au bout de 400 millisecondes après l'apparition du défaut, qui avait lieu à 0,5 secondes. Et on voit bien que la sortie de trip de ce disjoncteur, donc qui est la sortie DO1, est activée simultanément. Voilà. Donc dans ce gestionnaire finalement d'état des protections, en plus des protections, on peut retrouver également tous les résultats qu'on a d'habitude avec le module de stabilité transitoire. Donc si je me déplace maintenant vers le menu Transient Stability ici, je vais pouvoir par exemple afficher le comportement du générateur synchrone,
qui était sur ce réseau. Donc je peux afficher son angle interne et puis par exemple sa vitesse. Je clique sur plot. Voilà, donc là j'ai sa vitesse. À 0,5 secondes, on voit bien que la vitesse commence à diminuer suite à l'apparition du défaut. Et puis après, petit à petit, comme le défaut est éliminé, le générateur synchrone va retrouver un état stable dans le temps. Et on a la même chose avec voilà, le comportement dynamique, avec l'angle interne de la machine qui, à partir de 0,5 secondes, commence à diminuer. Et puis après, qui oscille jusqu'à voilà, qui va retrouver une valeur normale un peu plus tard. Donc cet outil de gestionnaire de tracé combine à la fois les résultats du module stabilité transitoire et les résultats des états du système de protection. Ce module StarZ, en plus de faire les défauts triphasés, et donc de gérer les résultats de la composante directe, des composantes symétriques, on va également pouvoir vérifier le comportement des autres des protections qui ne sont pas basées sur les composantes directes, mais aussi par exemple les protections basées sur les composantes homopolaires, ce qui serait le cas en cas de défaut FASTER. Donc je vais lancer un autre cas d'étude, StarTS FASTER. Dans ce cas-là, on ne va pas choisir, on ne va pas insérer un défaut triphasé, mais un défaut FASTER, en le prenant en compte un cas d'étude avec un défaut FASTER. Si je retourne dans ce cas d'étude, ici, on retrouve bien que c'est un défaut FASTER qui va être là aussi inséré sur le poste 2A. Je relance le calcul. Le calcul est terminé. Maintenant, avec le visualiseur de séquence, je navigue au premier événement, toujours le défaut qui apparaît à 0,5 secondes. Défaut FASTER sur le poste 2A, c'est bien ce qu'on voit ici. Et on retrouve 300 millisecondes plus tard le déclenchement de la protection terre du relais T2S. Si j'ouvre ce relais dans les protections maximum de courant, je vais jusqu'à la protection maximum de courant terre. Cette protection a bien une temporisation de 300 millisecondes, 0,3 secondes. Ça correspond bien à ce qu'on retrouve dans la séquence. Et ensuite l'ordre de déclenchement est envoyé au disjoncteur CB11 et CB12, qui ont un temps d'ouverture de 100 millisecondes dans ce cas, et donc ils viennent isoler le défaut. Donc cette fonction d'unification du module StarZ et du module stabilité transitoire fonctionne bien donc sur les protections basées sur les courants directs et aussi sur les courants homopolaires. Alors que si on faisait la même chose avec le module de stabilité transitoire, je bascule ici, je choisis mon défaut FASTER, donc c'est le même cas d'étude que celui lancé depuis le module StarZ, je relance le calcul, on a bien le défaut FASTER sur le poste 2A, mais on ne retrouve pas, vous voyez, même quand je suis à la fin de la simulation, là je suis à 5 secondes à la fin de la simulation, il n'y a toujours pas eu d'autres événements et on voit bien que les disjoncteurs CB11 et CB12 sont restés fermés. Voilà. Donc le module StarZ associé au module de stabilité transitoire vous permet d'évaluer toutes les fonctions basées sur les courants directs et homopolaires pour une évaluation complète de votre plan de protection. Comme nous l'avons vu lors de la démonstration, l'association des modules StarZ et stabilité transitoire permet de calculer et d'afficher sur la vue unifilaire toutes les composantes symétriques, directes, inverses, homopolaires, et d'évaluer tous les types de fonctions de protection, que ce soit des protections phase ou des protections terre, même les protections basées sur les courants inverses. Continuons la démonstration avec un autre réseau. Ici, nous allons simuler un réseau aérien qui est protégé un peu au-dessus par un réenclencheur que l'on retrouve ici, et on va simuler un défaut sur le jeu de barre du départ 1 et voir l'interaction entre ce réenclencheur et la protection du départ qui est ici un fusible. Donc nous allons commencer par simuler un défaut temporaire, c'est un défaut qui va être éliminé directement depuis le cas d'étude. J'ouvre le cas d'étude, donc on fait faire un premier défaut au bout de 100 millisecondes, le défaut est éliminé 50 millisecondes plus tard pour simuler un défaut fugitif sur ce départ aérien. Je lance le calcul.
J'affiche maintenant le visualiseur de séquence. Le premier défaut a bien lieu au bout de 100 millisecondes. On retrouve notre courant de défaut sur la vue unifilaire. Très bien. Quelques instants après, le réenclencheur ouvre. Ici, on voit son statut ouvert. On voit que tous les éléments en aval sont passés en grisé car ils passent hors service. Ils ne sont plus alimentés. Quelques instants après, le défaut est éliminé pour à la fin simuler un défaut fugitif sur une ligne aérienne, par exemple. Le défaut est éliminé depuis le cas d'étude. Le réenclencheur referme, donc 1 seconde ici après avoir ouvert. Le reste des éléments en aval devient bien noir, donc tout est alimenté. Et donc on continue, si on va à la fin de la simulation, on voit que tout reste fermé. Le défaut a été proprement géré, on va dire, et on a pu voir l'interaction entre le réenclencheur et le fusible. Ici, le fusible n'a pas déclenché. On peut vérifier cette séquence avec les tracés des états des dispositifs de protection. On retrouve le fusible ici de notre départ, on va l'afficher, Rec 1 qui est le réenclencheur. Je vais sélectionner toutes ses propriétés, je trace. Je vois bien sur la première lanterne verte l'état de mon réenclencheur. Initialement, il est fermé. À 140 millisecondes, il ouvre. On voit le signal ici de la première opération, un premier ordre d'ouverture envoyé au réenclencheur. Et puis, 1 seconde plus tard, le réenclenchement qui se produit. Voilà. On peut également regarder sur l'autre courbe le fusible. Le fusible, lui, il reste à l'état 0 parce qu'il n'a pas fondu. Et on va également pouvoir vérifier depuis ce visualiseur d'état les courants qui circulent. Donc nous, c'est dans le départ 1, le câble départ 1. Je vais regarder le courant. Plot. Je vois bien mon courant initial qui était un courant de charge. Le courant de défaut, 640 ampères. Le réenclencheur ouvre, il n'y a plus de courant, et ensuite, quand le réenclencheur se referme 1 seconde plus tard, on retrouve notre courant de charge. Ok. Maintenant, on va simuler un autre type de défaut. Ce ne sera pas un défaut temporaire, mais un défaut permanent. Je relance le calcul. Le visualiseur de séquence. Toujours notre premier défaut qui apparaît au bout de 100 millisecondes. Par contre, ici, il n'y a pas d'événement supplémentaire pour enlever le défaut, donc on simule vraiment un défaut permanent. Quelques instants après, 40 millisecondes plus tard, le réenclencheur ouvre. Très bien, il a détecté le défaut, il envoie l'ordre d'ouverture. Les éléments en aval sont plus alimentés. Le réenclencheur se referme au bout d'1 seconde, mais le défaut est toujours présent. On retrouve le courant de défaut de 640 ampères. Et là voilà, quelques dizaines de millisecondes plus tard, le fusible ouvre. Il déconnecte le jeu de barre en défaut du reste du réseau. Et donc la charge départ 1 n'est donc elle plus alimentée. Voilà, donc le défaut dans ce cas-là a été éliminé par le fusible. Ce n'était pas un défaut fugitif, mais un défaut permanent. Et donc ça nécessitait le déclenchement de la protection amont. Si on regarde maintenant les états des protections, toujours avec le même outil de tracé. Le réenclencheur, on va vérifier tous ces états. On prend également le fusible. On va combiner nos courbes. Je lance le tracé. Voilà. On a bien le réenclencheur initialement fermé, puis il ouvre, avec le signal envoyé pour la première opération. Le réenclencheur se referme, on voit bien le premier réenclenchement, et quelques dizaines de millisecondes plus tard, on voit le fusible. Alors le petit trait là signifie que le fusible a fondu, et donc que le défaut a été déconnecté du reste du réseau. On vérifie les courants dans les câbles, dans le départ 1, là où il y a le défaut, le courant, hop. On retrouve effectivement notre courant de charge de 5 ampères, le courant de défaut de 640 ampères, très bien, le réenclencheur ouvre, il n'y a plus de courant dans le câble. 1 seconde plus tard, le réenclencheur referme, on a à nouveau le courant de défaut, mais qui est éliminé un peu après par le fusible. Et donc là, finalement, plus de courant dans le câble parce que la charge a été déconnectée et le défaut éliminé. Je profite de ce webinaire pour vous présenter plus en détail le module StarZ.
je vais vous passer deux projets. Le premier projet, celui-ci, va me servir à vous présenter une fonctionnalité très spécifique du module StarZ, c'est l'envoi de signaux logiques entre des relais de protection. Donc j'ai préparé ce cas qui est un cas simple avec la mise en œuvre de la sélectivité logique entre deux relais. Alors, regardons ce projet. On a un relais aval qui a des règles de protection à maximum de courant, un premier seuil de protection à maximum de courant OC1 avec une temporisation à 0,3 secondes, et un deuxième seuil de régler, le seuil OC2, lui avec une protection réglée en instantané. Le premier seuil OC1 va entraîner le déclenchement du relais et donc l'ouverture du disjoncteur associé qui est le disjoncteur CB2. Le deuxième seuil de protection, OC2, qui lui est réglé avec une temporisation nulle, instantanée, lui va permettre d'envoyer un signal d'attente logique au relais en amont, celui-ci. Maintenant, si on regarde le relais amont, il a lui aussi des protections à maximum de courant, un seul seuil, temporisé à 0,1 seconde, soit une temporisation inférieure au relais que l'on a en aval. Afin d'assurer la sélectivité entre ces deux relais, nous mettons en place de la sélectivité logique, et donc ça veut dire que le relais amont doit recevoir un signal, ici un signal numérique, c'est son entrée DI1 qui reçoit le signal d'attente logique envoyé par le relais en aval. Les équations logiques sont écrites dans cet onglet, schéma logique. On retrouve une variable interne qui s'appelle contrôle variable 0,1, qui est le trip interne, le déclenchement interne du relais, et donc qui prend en compte la protection à un maximum de courant réglé, et en plus l'entrée d'attente logique, ici qui s'appelle DI1. Donc pour avoir le déclenchement, qui correspond à la sortie DO1 de ce relais, il faut à la fois que ce relais déclenche et qu'il ne reçoive pas un signal d'attente du relais en aval. Je vais dans le groupe protection, le module StarZ est actif et on va commencer par placer un défaut sur le câble 1. Je choisis le cas d'étude correspondant, je lance le calcul, le défaut est bien placé au niveau du câble 1 et si on regarde maintenant la séquence des événements, on retrouve le relais amont logique, qui déclenche, qui tripe en 100 millisecondes avec sa sortie DO1, qui est exactement ce que l'on vient de voir. C'est le seul réglage maximum de courant de ce relais qui déclenche en 100 millisecondes, avec un temps d'ouverture ensuite du disjoncteur CB9 de 50 millisecondes. Donc le fonctionnement est normal. L'attente logique n'a pas joué son rôle parce que le relais en aval n'a pas vu le défaut. Mais maintenant, nous allons placer le défaut au niveau du poste de transformation, qui est situé en aval du relais qui émet le signal d'attente logique. Je lance le calcul. J'ouvre la séquence. Déjà, on peut remarquer que c'est bien le disjoncteur CB2 qui déclenche, alors que sa temporisation est supérieure à celle du relais amont. Je rappelle, c'était une temporisation de 300 millisecondes, alors que le relais amont avait une temporisation de seulement 100 millisecondes. Et si on regarde la séquence des événements, on voit que le relais aval émet un signal d'attente logique de manière quasiment instantanée, au bout d'une milliseconde. Il émet donc le signal AL pour attente logique, grâce au réglage de la protection OC2, très bien. Ce signal d'attente logique est envoyé au relais amont, qui le reçoit sur son entrée DI1, Digital Input, et qui vient le verrouiller ici. On retrouve sur la droite. Ensuite, à 300 millisecondes, le relais en aval déclenche avec sa protection à maximum de courant OC1. Voilà. Cette protection envoie un signal d'ouverture au disjoncteur qui ouvre 50 millisecondes plus tard. Donc, cet exemple avait pour but de vous montrer comment on pouvait faire de la sélectivité logique, mais aussi de manière plus générale, comment on pouvait envoyer un signal d'un relais vers un autre relais. Passons maintenant au dernier exemple du module StarZ. Dans cet exemple, on va parler de protection distance. On a donc un réseau haute tension, HTB. On voit ici un jeu de barre 230 kV. En dessous, on a deux relais. Ce sont donc des relais de protection qui intègrent la fonction protection distance. Et on va regarder comment ces relais protègent la ligne L1. C'est une ligne de transmission. Donc si on l'ouvre, on retrouve sa longueur dans la page info. C'est une longueur de 150 km.
Son impédance est définie dans cet onglet avec une réactance de 0,2 ohms au kilomètre, ce qui donne une réactance totale de 30 ohms. On trouve ensuite de l'autre côté de cette ligne deux autres relais. Je vais ouvrir le sous-réseau et je retrouve ici deux relais qui s'appellent L1 Weber A et B. On a deux relais de protection, un qui est la protection principale, l'autre qui est la protection de backup. Et donc ce relais L1 Weber A est lui aussi un relais de distance. On retrouve ici dans l'onglet Star Z distance toutes les zones de ce relais. Donc ici il y en a 5 pour les protections phase et 5 pour les protections terre. La première zone couvre habituellement 80% de la longueur de la ligne, donc 80% de son impédance. On a ici 2,4 ohms. La ligne faisait une réactance totale de 30 ohms, donc là on a 2,4 ohms. Avec le jeu des rapports de transformation DTC et DTP, qui intègre un facteur de 10 dans ce cas-là, on retrouve bien un total de 24 ohms vu du primaire, ce qui correspond à 80% de la longueur de la ligne. La deuxième zone, elle, est à 3,6 ohms, ce qui correspond à 36 ohms vu du primaire, ce qui est bien 120% de la ligne. Donc une première zone qui couvre pas l'intégralité de la longueur de la ligne, mais qui permet d'avoir un temps de déclenchement rapide parce qu'on est sûr que le défaut se trouve sur la ligne L1, et une deuxième zone qui va courir au-delà de l'impédance de la ligne afin d'assurer un backup si le défaut est en dehors de la ligne L1 ou si on n'est pas sûr que le défaut se retrouve bien sur cette ligne. Ensuite, on a l'onglet schéma logique. En général, sur ces protections distance, la fonction de trip est une combinaison de différentes fonctions de protection avec parfois des équations logiques. Ici, c'est un déclenchement très simple. On a un trip général qui prend simplement tous les déclenchements de toutes les zones. Donc les 5 zones de protection phase, les 4 zones de protection phase et les 4 zones de protection terre, ainsi qu'une protection maximum de courant pour les défauts terre. On retrouve cette sortie ici, trip, dans le menu sortie, et qui entraîne ensuite un déclenchement du relais et donc du disjoncteur CB8. Voilà, donc deux jeux de relais de part et d'autre de cette ligne L1, et on va faire 3 calculs afin de vous présenter de manière exhaustive toutes les fonctionnalités de ce module StarZ. Donc je sélectionne le groupe de protection. Le module StarZ est bien sélectionné et on va commencer par un premier calcul simple, c'est-à-dire que l'on va faire un défaut unique qui ici va se retrouver à 50% de la longueur de la ligne L1 qui a été déjà sélectionné ici. On peut intégrer différents types de défauts, mais là on va faire un défaut triphasé. Je lance le calcul. J'ouvre maintenant le visualiseur de séquence. Je retrouve les informations concernant mes relais qui sont de part et d'autre de cette ligne L1. Donc les relais L1, Weber, A et B qui sont à la fin de la ligne déclenchent en 16 millisecondes de manière quasiment instantanée parce que la zone 1 n'est pas temporisée, donc elle déclenche au bout d'un cycle et comme ce projet est en 60 Hz, ça correspond à environ 16 millisecondes. Et les deux relais L1 TOM qui sont à l'autre extrémité de la ligne déclenchent eux aussi de manière quasiment instantanée en 16 millisecondes. Donc tout fonctionne bien. Les deux relais fonctionnent au niveau de la zone 1 parce que le défaut étant au milieu de cette ligne, à 50% de sa longueur, le défaut se trouve bien dans les 80 premiers pourcents de la ligne, quelle que soit l'extrémité du point de vue duquel on se place. On peut ouvrir l'outil de tracé des états. C'est intéressant parce qu'on retrouve dans cet outil graphique que j'avais eu l'occasion de vous présenter un peu plus tôt dans le webinaire, mais ici, comme on en fait un défaut simple à uniquement un point de la ligne, on retrouve des états, donc c'est l'état de mes protections en fonction du temps. J'ai mes 4 relais qui sont sélectionnés et je peux choisir les zones ou les fonctions de protection à regarder. Donc je vais regarder la zone 1, avec son operating, qui est son instant de déclenchement. On peut aussi regarder la zone 1 avec son pick-up, donc dès que la protection va être activée. Et on peut regarder le trip général, celui-là. Je vais faire la même chose pour le relais L1 TOM 230. Donc on choisit nos appareils dans ce premier tableau. Dans le second tableau en dessous, on choisit les caractéristiques ou les fonctions de protection que l'on veut voir. Donc je choisis la zone 1, l'operating, le pick-up et le trip qui devrait être tout à la fin.
celui-là, je trace, j'ai donc deux onglets, un premier onglet pour le relais L1 Weber A, je vois bien que la fonction de protection est active à partir de 17 millisecondes, le pick-up monte tout de suite au bout d'un cycle, le temps, l'operating, donc la fonction trip vraiment dans le même temps, comme il n'y a pas de temporisation additionnelle, on envoie l'ordre de trip qui va faire ouvrir le disjoncteur associé. Ça, c'est le comportement du relais L1 Weber A qui est au bout de la ligne. Et celui qui a l'autre extrémité, c'était L1 Tom, et bien lui, il y a le même fonctionnement, un pick-up qui est activé dès le premier cycle, et puis ensuite un déclenchement et le trip général. Je vais maintenant passer au deuxième calcul que je voulais vous présenter. J'ouvre le cas d'étude. Nous avions fait un défaut simple, maintenant nous allons faire un défaut glissant. Donc le défaut glissant permet d'analyser plusieurs localisations pour le défaut. On peut définir le pas d'espacement entre ces défauts. Ici, ce sera 5%. On garde toujours un défaut triphasé. Je mets à jour le cas d'étude. Je mets à jour le fichier de sortie. Je relance le calcul. Si nous ouvrons maintenant le visualiseur de séquence, nous avons en plus par rapport au premier cas, un curseur sur la partie haute. Ce curseur permet de faire varier l'emplacement du défaut. Pour l'instant, le curseur est à gauche, donc le défaut est à 0% de la longueur de la ligne. Ça veut dire que le défaut est à proximité des relais L1 tom 230A et L1 tom 230B. On voit donc que nos deux appareils L1 tom 230A et B déclenchent en 16 millisecondes, donc avec la zone 1. Mais par contre, les relais L1 Weber A et B ne sont pas présents en déclenchement quasiment instantané. On les retrouve un peu plus bas, ici avec un déclenchement en 316 millisecondes, parce qu'un défaut à proximité des relais L1 tom est en dehors de la zone 1 des relais qui sont à l'opposé, des relais Weber, parce que donc eux, leur première zone est réglée à 80%. Donc voilà, le défaut est en dehors de la première zone. Par contre, la deuxième zone qui est réglée au-delà de l'impédance de la ligne, elle déclenche, mais elle est temporisée pour pouvoir permettre la coordination avec d'autres protections du réseau. Maintenant, si on faisait varier l'emplacement de notre défaut et qu'on le plaçait vers la fin de la ligne, ici à 95% de la longueur de la ligne, on voit que les deux relais L1 Weber A et B déclenchent de manière quasiment instantanée grâce à la zone 1. Par contre, les deux relais L1 tom 230A et B, eux, déclenchent en zone 2, le défaut étant au-delà de la première zone. La zone 2 déclenche avec une temporisation là aussi d'environ 300 millisecondes. Nous allons pouvoir visualiser le comportement de ces protections grâce à l'outil graphique qui permet de tracer les états des dispositifs de protection. Nous retrouverons toujours dans ce premier tableau nos 4 relais. Une chose qui est différente du premier calcul fait, ce sont le type de tracé que nous allons faire. Auparavant, nous avions regardé l'état de nos dispositifs de protection en fonction du temps. Maintenant, nous allons pouvoir évaluer en plus le comportement de nos dispositifs de protection en fonction de la distance, en fonction de l'emplacement du défaut. Donc on va regarder les fonctions trip des relais L1 Weber et L1 tom 230. Donc, je prends le relais L1 Weber, je sélectionne sa fonction trip, je prends le relais L1 tom, je choisis sa fonction trip, je combine les graphiques pour les avoir tous sur le même graphique. Voilà. Donc, j'ai sur la gauche en vert foncé le relais L1 Weber A. On voit que sur les 20 premiers pourcents de la longueur de la ligne, le relais déclenche en 320 millisecondes parce qu'on est sur la zone 2, l'extrémité gauche de la ligne est géré plutôt par le relais L1 tom 230, qui lui déclenche effectivement en un peu moins de 20 millisecondes. Par contre, pour les défauts qui sont complètement en bout de ligne à proximité du relais L1 Weber A, à ce moment-là, le relais L1 Weber A, lui, déclenche de manière quasi instantanée dans sa zone 1. Et par contre, le relais L1 tom 230 lui déclenche en zone 2. Donc on voit bien sur ce graphique, les 20% de lignes à gauche ou les 20% de lignes à droite sont gérés différemment entre les deux relais, étant donné leurs emplacements de part et d'autre de la ligne. Maintenant, nous allons passer au troisième calcul. Pour ce troisième calcul, nous avons un cas d'étude qui permet à la fois de faire varier l'emplacement du défaut, faire un défaut glissant, mais en plus de rajouter une résistance de défaut, même un peu plus une impédance de défaut, parce qu'on peut ajouter à la fois une résistance variable, mais aussi une réactance. Dans ce cas-là,
nous avons juste une résistance de défaut qui va varier de 0 à 50 ohms par pas de 5 ohms. Donc, j'ai mis à jour le cas d'étude, je mets à jour le fichier de sortie, je relance le calcul qui va être un peu plus long parce que là, il y a plus de points de calcul à faire. Une fois le calcul terminé, j'ouvre le visualiseur de séquence. Dans le visualiseur de séquence, maintenant, nous avons deux curseurs. Un premier curseur pour la localisation du défaut, un deuxième pour la résistance de défaut. Pour un défaut en début de ligne, sans résistance de défaut, on retrouve le même comportement que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire les relais L1 Tom 230 qui déclenchent de manière quasiment instantanée, très bien, et le relais L1 Weber qui lui déclenche en zone 2. On a déjà vu ça. Maintenant, si on plaçait notre défaut à environ 50 ou 60%, voilà, mettons-le par exemple à 65%, les deux relais déclenchent en zone 1, on voit que les deux déclenchent en environ 16 millisecondes, mais là, à chaque fois que je vais rajouter un peu d'impédance de défaut, pour l'instant 5 ohms, le relais L1 Weber détecte toujours le défaut en zone 1, par contre on voit que le relais L1 Tom 230 est passé en zone 2. Pourquoi? C'est cette résistance de défaut qui fait sortir le défaut hors de la zone caractéristique d'impédance des relais L1 Tom 230 A et B. Donc je vais fermer le visualiseur de graphique et maintenant nous allons tracer un diagramme caractéristique, les courbes Rx de nos relais L1 Weber et L1 Tom. Donc je change de vue, je passe dans la vue des diagrammes Rx, je choisis la bonne courbe, très bien. Donc nous avons le relais L1 Weber A qui est déjà sélectionné, le relais L1 Tom 230A est lui aussi sélectionné. Alors si je zoome pour bien voir, nous voyons deux cercles, un cercle bleu qui correspond au relais L1 Weber à sa zone 1, un cercle noir ici que je mets en rouge quand je le sélectionne, qui correspond au relais L1 Tom 230 à sa zone 1. Donc mon relais L1 Tom 230 est bien sélectionné, je vois ses protections en dessous. Si je décoche sa zone 1, on voit que le cercle disparaît. Donc il y a différents types de caractéristiques, de zones de déclenchement pour les protections distance. Ça peut être des cercles, des demi-cercles, des quadrilatères. C'est assez variable d'un relais à l'autre, même certains relais peuvent utiliser différentes formes. Ici, dans les deux cas, ce sont des cercles. Pour l'instant, le défaut, on retrouve nos deux curseurs, le défaut est à gauche, à 0% de la longueur de la ligne, ce qui représente, donc la ligne est représentée par cet axe oblique, le défaut est au tout début, et donc on peut faire changer l'emplacement de notre défaut avec le curseur en haut, on voit la croix rouge qui change de position, et on pourrait également rajouter la résistance de défaut que l'on a calculée, la faire varier avec le deuxième curseur, et là on voit par exemple qu'on était sorti de la zone 1 du relais L1 Tom, qui est le cercle noir, et si on rajoute encore 5 ohms, et ben on sort carrément des deux zones 1, que ce soit le relais L1 Weber ou le relais L1 Tom. Dans ce cas-là, on peut afficher les deuxièmes zones, la zone numéro 2 du relais L1 Tom, je sélectionne le relais L1 Weber, j'active sa zone 2, et là on voit que même avec c'est 10 ohms de résistance de défaut, on est en dehors de ces deux zones, zone 1 et zone 2. On pourrait regarder ce qui se passe en zone 3, qui est une zone encore plus large pour les deux relais. Dans ce cas-là, les deux relais déclencheraient en zone 3 avec des temps de déclenchement qui sont indiqués ici à 766 millisecondes. Voilà. Donc sur ces diagrammes, on retrouve tous nos relais disponibles en haut à gauche, toutes leurs fonctions de protection dans le tableau juste en dessous. On peut choisir de tracer ou pas les caractéristiques des différentes zones et de tracer ici l'impédance, c'est-à-dire ce point rouge qui représente le défaut. Donc grâce à ces graphiques, on peut voir exactement ce qui se passe pour les différentes localisations du défaut, ainsi que pour toutes les résistances de défaut considérées dans le calcul. Pour finir l'analyse de scénario, nous allons retourner sur l'outil qui permet de tracer les états des dispositifs de protection. Je le retrouve ici dans le ruban. Très bien. Donc, comme nous avons rajouté dans ce dernier calcul une résistance de défaut, nous retrouvons un troisième type de graphique qui permet de prendre en compte le temps de fonctionnement des protections, la distance, c'est-à-dire l'emplacement du défaut, et la résistance du même défaut.
Donc si on regarde pour les relais L1 Weber A et L1 Tom, leur sortie trip, on retrouve trip pour L1 Weber, pareil, je sélectionne la même chose, le déclenchement, trip, voilà, j'appuie sur plot, je me retrouve donc avec deux onglets, un premier onglet pour le relais L1 Weber A, donc 3 informations sur ce graphique, l'axe des ordonnées qui est donc l'emplacement du défaut en pourcent de la longueur de la ligne, l'axe des abscisses qui est la résistance du défaut, et enfin des couleurs qui représentent au temps de déclenchement. Donc le vert c'est un déclenchement en 16 millisecondes qui correspond à la zone 1, en bleu on a un déclenchement en 300 millisecondes qui est la zone 2, et enfin 767 millisecondes pour la zone 3. Donc on voit que sur la fin de la ligne, sur les 80 derniers pourcents de la ligne, le relais L1 Weber déclenche dans la zone 1, c'est ce qu'on avait déjà vu dans tous les autres cas d'études, et sur les 20 premiers pourcents, il déclenche en zone 2, qui est donc le temps de déclenchement en bleu. Au fur et à mesure qu'on va rajouter des résistances de défaut, on voit que pour le même emplacement de la ligne, par exemple ici 35%, on va passer de la zone 1 à la zone 2, parce que finalement cette résistance de défaut fait sortir le défaut du premier cercle de la zone 1, du premier cercle de déclenchement de la zone 1, et donc on passe en zone 2, et puis après on pourrait passer en zone 3, et puis après on va même rentrer dans une zone de non-déclenchement. Donc on voit ici pour le relais L1 Weber A, et on retrouve ici la même chose, le même type de graphique, pour le relais L1 Tom 230A. Les cercles, les circonférences des cercles étaient un petit peu différentes, certains réglages pas exactement les mêmes, et surtout ce n'étaient pas les relais du même fabricant, donc c'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait le même comportement, mais on retrouve les trois mêmes informations, emplacement du défaut, résistance de défaut et temps de déclenchement, et donc avec ce graphique qui combine tous ces éléments-là, on arrive bien à évaluer et à comprendre ce qui se passe pour tous les emplacements défauts, pour toute la longueur de la ligne, et même pour des cas donc, de défaut impédant. Nous avons fait un point exhaustif du module StarZ, et maintenant je vais passer au point à retenir. Comme nous le savons, la dynamique des réseaux influence le comportement des dispositifs de protection et vice-versa. L'analyse combinée des phénomènes dynamiques et des systèmes de protection doit bien souvent être réalisée avec des outils différents. Il y avait un manque de lien entre ces deux aspects de l'analyse des réseaux. Même des groupes de travail au sein des comités normatifs IEC et I3E ont été créés pour mieux gérer l'intégration des relais de protection avec les simulations dynamiques RMS. Étape 2024 répond à ce besoin en intégrant le module de stabilité dynamique au module de protection avancée StarZ. Cette nouvelle fonctionnalité représente une avancée majeure dans l'analyse dynamique des réseaux électriques tout en évitant la complexité liée à la co-simulation entre deux outils distincts. Ce module permet non seulement de valider les fonctions de protection avancées, telles que les protections de distance, la détection des oscillations et la perte d'excitation, mais aussi d'évaluer les performances des fonctions de protection conventionnelles, notamment les protections contre les surintensités, les protections de surtension et les variations de fréquence. Cette nouvelle fonctionnalité est essentielle dans les réseaux électriques actuels dont la dynamique est fortement impactée par la pénétration croissante des énergies renouvelables basées sur des convertisseurs d'électronique de puissance. J'espère que ce webinaire vous aura plu, qu'il vous aura permis de mieux découvrir les solutions à étapes. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.